Quel plaisir de se retrouver ensemble pour une nouvelle saison du Café littéraire en direct du Salon du Livre et de la Jeunesse de Montreuil. Vous retrouverez tout au long de cette semaine sur la télé du Salon vos rendez-vous habituels un petit peu plus tard. Nous sommes ensemble pour le Café littéraire. Le Café littéraire, c'est quoi? Eh bien, c'est une table, vous l'avez devant vous, ce sont 4 auteurs ou autrices qui partagent, qu'on retrouvera autour d'un même thème. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au combat des femmes dans l'histoire de la société, dans l'histoire tout court, des combats pour exprimer leurs idées, défendre leurs idées, et puis aussi pour trouver leur place au sein de la société. Je vous propose un vrai voyage vraiment dans le temps, sans bouger de votre fauteuil. C'est gratuit, c'est le salon qui régale. Avec vous, Jean-Laurent Socorro, puisque vous nous amenez... alors là, on fait un vrai bond dans le temps de 2400 ans et quelques jours, avec Vainqueuse. C'est peut-être la première féministe de l'histoire que vous nous présentez là. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, merci, bonjour, merci pour l'accueil. Alors, première féministe, je ne sais pas, mais en tout cas, première femme à remporter une épreuve aux Jeux Olympiques antiques, ça c'est sûr. Louise Michel, dès qu'on parle de Louise Michel, ce nom, il résonne comme un cri de révolte. Carole Trébor, bonjour. Vous lui avez consacré à Louise Michel une biographie absolument passionnante. Louise Michel, je suis tout en orage. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci, bonjour. Tout va bien ? Tout va très bien. On est ravis de vous recevoir. Les pennes sardines. Alors les pennes sardines sont peut-être les héritières du combat de Louise Michel. Nous vous le demanderons à vous, Cathy Itac. Vous relatez dans Tête haute la première grève de ces femmes, des ouvrières bretonnes en 1924. Bonjour à vous, soyez la bienvenue. Bonjour, merci. Tout va bien ? Tout va bien. On est ravis de vous recevoir. Stéphane. Il est là-bas, Stéphane, voilà, bienvenue aussi. Merci. Alors avec vous, c'est un voyage dans le temps, mais dans un autre espace-temps, puisque vous nous entraînez dans une inquiétante marche brume chez Dargaud. Bonjour Stéphane et soyez le bienvenu. Bonjour, merci. Alors un autre principe de cette émission, de ce café littéraire, c'est d'avoir une jeune journaliste qui a lu les livres et qui vous posera aussi des questions. Aujourd'hui, c'est Chirine qui va m'accompagner tout au long de ces 50 minutes. Bonjour Chirine. Bonjour Willy. Comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Ben, ça va très très bien. On va se tutoyer, on va faire simple tous les deux comme on est collègues de travail. D'accord, ça va ? On y va. D'où viens-tu ? Alors, je viens de Seine-Saint-Denis et je suis élève en 3e au collège Anatole France. Et voilà. D'accord. C'est dans quelle ville ? Au pavillon sous-bois. D'accord. Et je crois que je crois qu'il y a eu une soirée un peu particulière hier. Rapidement, tu peux nous dire ? C'était les conseils de classe hier. Et tu as eu ? Les félicitations. Je crois qu'on peut l'applaudir quand même parce qu'il y a toute ta classe qui est avec toi. Oui, si. Quand on a bien travaillé, je trouve que ça mérite d'être récompensé. Merci. Tu as lu tous les livres. Tu es prête à poser des questions, à jouer le rôle d'intervieweuse. Je compte sur toi. Oui. D'accord ? Super, c'est parti. On va attaquer avec donc Jean-Laurent Del Socorro. Vous êtes éditeur, vous êtes diplômé du Conservatoire de théâtre. Vous êtes auteur de plusieurs romans de fantaisie historique publiés aux éditions Actu SF. Alors ici, il n'y a pas de fantaisie historique puisque vous nous racontez l'histoire de Cynisca, qui est une vraie princesse de Sparte, qui a été éduquée comme un homme depuis l'âge de 7 ans. Elle devient une grande guerrière, mais elle restera dans l'histoire comme la première femme à remporter les Jeux Olympiques. On est 400 ans avant Jésus-Christ. Chirine, tu as lu le livre ? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu as aimé ? Est-ce que tu connaissais déjà ce personnage ? Non, de nom. Je vais dire, Sparte, on connaît. Et par contre, la première guerrière, ça me disait rien. C'était très intéressant. D'accord. Tu as appris plein de choses, donc ? Oui. D'accord. Je te laisse poser la première question. Alors, tout d'abord, comme je l'ai dit, votre héroïne n'est pas très connue. Et on aimerait savoir comment avez-vous découvert son histoire ? Alors, c'est Sophie Larribie-Glaudel, donc, qui est docteure et agrégée en histoire spécialisée du monde grec, qui est déjà une amie et une grande spécialiste. Et j'avais envie de faire un roman avec elle. Voilà, sur la série des portraits de femmes que j'ai à l'école des loisirs. Voilà, après Joli Maupin sous Louis XIV, j'avais envie d'une autre époque et je voulais travailler sur le monde grec avec elle. Et là, elle me cite Cynisca de Sparte,
qui, comme vous, je ne connaissais mais alors absolument pas. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissaient ce personnage. Et je me suis dit, mais c'est absolument incroyable. Une femme à qui on va interdire de se présenter aux Jeux Olympiques, qui va dire je participe quand même, et qui remporte la course de char. Enfin, ça force le respect. Sa victoire est gravée. Elle a fait graver sa victoire sur un monument d'Olympie. Ça méritait bien un roman, je trouve. Et alors, elle ne s'est pas déguisée du tout, hein. Elle est arrivée en tant que femme. Oui, tout à fait. Après, voilà, c'est un petit peu une liberté que j'ai prise parce que pour les historiennes et les historiens, donc elle était cavalière, elle s'intéressait aux chevaux, elle avait des élevages, mais on n'a pas la trace de l'histoire, du détail de l'histoire. Est-ce qu'elle avait un cavalier qu'elle a embauché et elle a financé l'écurie ou elle-même a participé? Les deux cas sont possibles. Effectivement, moi je me suis dit, elle est en scène, c'est elle qui va mener la victoire. D'accord, merci. Et du coup, ensuite, qu'est-ce qui vous passionne dans la période de l'Antiquité, parce que votre livre, il est dessus? Moi, je m'intéresse à l'histoire au sens large. C'est vrai qu'à chaque fois, d'un livre à l'autre, d'un roman à l'autre, je pars d'une période différente, parce que ça me donne envie. Bon, après, le monde grec, la mythologie, moi, ça me passionne. Voilà, les déesses et les dieux, enfin, tout ce panthéon, moi, ça me fascine. Et c'est vrai que j'avais envie d'écrire dessus. Je n'ai encore jamais écrit dessus. C'était une occasion rêvée. Et c'est pour ça que quand je travaille sur Cynisca, je me plonge au-delà du mythe, dans le monde des histoires des cités grecques, et notamment de Sparte, mais aussi d'Athènes, parce que ce personnage, Cynisca de Sparte, donc, prend pour cadre la guerre du Péloponnèse, donc la grande guerre entre Athènes et Sparte. Voilà, donc c'était aussi l'occasion d'aborder cette thématique un peu guerrière, au-delà de l'histoire qui va être la victoire aux Jeux Olympiques. Donc votre héroïne, elle a participé à la guerre du Péloponnèse, c'est ça? Alors là, c'est la liberté romanesque. On a la fin de l'histoire de Cynisca. On sait qu'elle est princesse spartiate. On sait qu'on l'a interdit de participer. Elle participe quand même, donc elle a un vrai engagement politique, ce qui est ultra intéressant. Parfois, on se réapproprie parfois un peu les personnages. Là, elle le fait en conscience. On lui dit, son frère, le roi, lui interdit de participer aux Jeux Olympiques. Elle dit non seulement j'ai participé, mais je vais gagner, ce qu'elle a fait. Mais on ne sait pas sa jeunesse. Et donc moi je me suis dit comment on construit ce personnage. Et je dis j'ai envie de se dire elle essaie de se construire comme le chemin d'un soldat, parce qu'effectivement les Spartiates sont d'abord et des hommes de pouvoir et des guerriers. Et on lui dit tu vas avoir l'éducation d'un homme comme si c'était un privilège. Évidemment le roman démontre non, on peut avoir une autre éducation que celle de guerrier. On peut se construire une victoire et des réussites au-delà de ce modèle-là purement militaire. Ouais. Et ensuite, donc pour écrire votre livre, il vous a fallu beaucoup de documentation. Et combien de temps ça vous a pris de vous documenter? Alors, à partir du moment où j'écris, donc le début du roman à la fin du roman, donc la remise du manuscrit corrigé avec l'éditeur, ça m'a pris 4 mois et demi. Donc recherche incluse, donc il y a à peu près, on va dire, un petit mois de recherche. Alors, j'ai commandé ma pile de livres à lire, mais en même temps que je lis, je commence à établir le plan, je commence à jeter des bouts de chapitres, ainsi de suite. Le plan se termine et tout se déploie en parallèle. Puis au fur et à mesure de l'écriture, je m'éloigne de la recherche pour aller vérifier 2-3 choses. Mais après, je pars directement sur le romanesque. Donc vous avez fait la recherche en même temps que l'écriture? Oui, les deux coexistent. Il y a le début, le démarrage de la recherche, on va dire 15 jours, 3 semaines très denses de recherche, en lien avec la construction du plan. Mais voilà, là, très vite, l'écriture arrive chez moi. D'accord. Oui, parce qu'il n'y a pas de film sur Cynisca. Il y a très peu de littérature aussi. Il n'y a rien du tout. Alors rien. Pour la petite histoire, c'était aux derniers Jeux Olympiques, ils ont fait au Japon des pastilles de 4 minutes sur des personnages historiques antiques, et il y a une pastille donc en manga de 4 minutes sur Cynisca. C'est tout ce que j'ai trouvé, mais je suis assez étonné qu'une héroïne, ça fait partie la question, qu'une héroïne soit aussi invisibilisée. Voilà, je suis pas le premier, il y en a qui l'ont fait avec brio,
Mais ce travail-là de mettre en avant Julie Maupin, Siniska de Sparte et puis prochainement les femmes pirates dans mes récits, c'est une façon de rendre hommage à des personnages qui ont été invisibilisés un peu dans Manuel, dans nos écrits, un peu ce que font mes collègues. Enfin, ce qu'a fait avec moi Brio, mon point de départ, c'est Pénélope Bagieux avec ses culottés, bien sûr, voilà, en termes de... Titiou Lecoq aussi, Titiou Lecoq, bien entendu. Qu'on va recevoir aussi cette semaine, parce qu'il y aura une émission consacrée entièrement aux oubliés de l'histoire. Oui, parfaitement, monsieur. Nous sommes comme ça au Salon du Livre. Non, mais c'est important aussi de revoir l'histoire sous le prisme féminin. C'est ce qu'on fait en tout cas aujourd'hui avec vous aussi. Vainqueuse, ça existe vraiment Non, Chirine, t'en penses quoi, ta vainqueuse? Je pense pas que ça se dit. Non, moi non plus. Hein. On va voir. D'après vous, ça existe ou pas? Oui, le mot existe depuis longtemps. Il est toujours utilisé, hein, largement dans la francophonie. Alors, pas en France, hein. En France, il y a une réticence. Il est largement utilisé, notamment dans le monde sportif. Hein. Voilà, et effectivement, le mettre déjà, ça colle parfaitement. Une femme qui gagne, vainqueuse. Voilà, je mens pas sur ce que vous trouverez à l'intérieur du récit. Et puis voilà, c'est revendiquer le mot. Alors je sais que voilà, ça fait tiquer un peu au début, mais je trouve aussi c'est une façon aussi de réhabiliter une certaine forme de langage. Voilà, vainqueuse existe, parlons-en. Il y a des femmes qui gagnent, il y en a beaucoup. Hein. Si ça gêne des gens, il faudra qu'ils s'y fassent. Dites-moi. Il y a un mot qu'il est important d'utiliser, on ne connaît que au masculin et qui en fait n'existe pas quasiment au féminin. Et c'est Michel Perrault qui a dit qu'il fallait l'utiliser parce qu'il est très symbolique. C'est le mot précurseuse. En fait, on le connaît au masculin, précurseur, c'est normal, précurseuse. Voilà. Et en fait, il faut l'utiliser parce qu'en fait, il a toute légitimité. Et ça raconte l'idée que en fait, on a toujours estimé que les précurseurs, c'était les hommes. On a toujours vu les femmes comme des suiveuses, ça existe. Et en fait, non, on est en train de montrer que les femmes sont aussi des précurseuses. Donc, utilisons ces termes-là au féminin, en effet. Voilà. Dernière question, je voulais vous demander, Siniska, c'est pas une femme ordinaire, hein, c'est une princesse. Est-ce qu'une destinée comme la sienne aurait pu être possible si c'était une petite Spartiate du peuple? Alors la question est très pertinente. Je pense qu'elle a pu avoir ce poids-là parce qu'elle était princesse. Alors peut-être effectivement parce qu'elle avait du pouvoir, mais surtout parce qu'elle avait de l'argent. Parce que participer aux Jeux Olympiques, ça nécessitait des fonds colossaux, surtout la course de chars, des entraînements, des équipements, des chevaux, des élevages, parce qu'on venait avec son élevage. Donc effectivement, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais peut-être pas la course de chars. Sur des épreuves d'athlétisme, oui, ça aurait pu être une Spartiate, n'importe quelle Spartiate, femme, ça c'est sûr. Sur la course de chars, il fallait quand même un minimum de moyens pour y participer. Alors on aura une pensée pour Siniska aux prochains Jeux Olympiques de Paris. Carole Trébor, vous avez pris la parole, gardez-la, j'ai envie de vous dire. Vous êtes historienne de formation. Vous publiez en 2012 votre première série, Nina Volkovic. Puis en 2019, votre premier roman biographique, Combien de pas jusqu'à la Lune, qui retrace la vie de la mathématicienne afro-américaine Katherine Johnson. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous présenter cette biographie de Louise Michel de 1830 à 1905. En fait, c'est la vie de Louise de Maïs, en fait, son vrai nom. Une petite bâtarde élevée dans un château qui supporte ni l'injustice ni la cruauté faite aux animaux, qui deviendra quelques années plus tard, effectivement, Louise Michel, l'égérie de la commune. On disait d'elle qu'elle était à la fois vierge rouge et louve noire. Je trouve ça magnifique quand même. C'est beau, ces deux surnoms. C'est le drapeau rouge et le drapeau noir, parce qu'au bout d'un moment, elle ne croyait plus en autre chose qu'en l'anarchie à la fin de sa vie. Donc elle a dit que le drapeau noir devait recouvrir tous les autres drapeaux. Et c'était aussi lié à sa douleur et à sa tristesse après le massacre pendant la Commune de Paris. Donc voilà, c'est vrai que... Et puis après, c'est aussi encore... Vierge rouge, c'est encore très ambivalent comme terme. Hein. C'est assez misogyne en fait. Hein. C'est quand même associé une femme révolutionnaire, révoltée, engagée à une femme vierge. Ça reste extrêmement, pour moi, à prendre avec des pincettes, Vierge rouge. Je préfère Louve noir. Alors gardons Louve noir. Allez, vendu. Chirine, est-ce que tu connaissais Louise Michel ? De nom, c'est-à-dire qu'on en avait entendu parler, mais pas forcément ce qu'elle avait fait. Ouais. Voilà. Et donc tu as découvert ce personnage ? Oui, en lisant le livre. D'accord. Alors je te laisse avec Carole. Tout d'abord, j'aimerais vous demander pourquoi vous avez voulu écrire sur Louise Michel.
Parce que je dirais que je m'intéresse au destin de femmes exceptionnelles qui peuvent être des modèles, qui ont fait bouger les lignes de l'histoire et du monde, quelles que soient les époques et quelle que soit leur vocation, leur discipline ou leur rôle, ou voilà. Et Louise Michel, en fait, la Commune, je connais très bien, la Commune de Paris depuis longtemps, parce que j'ai écrit une bande dessinée sur la Commune de Paris. Voilà, mon père était un président de l'association des Amis de la Commune, donc j'ai grandi un petit peu dans la Commune de Paris, on va dire. Et donc Louise Michel, ça faisait longtemps que je la croisais dans ma vie. Je me disais, c'est des sacrés personnages, etc. Il y a d'autres femmes communardes aussi assez exceptionnelles, mais c'est vrai que Louise Michel, elle est devenue un symbole. Et je me suis dit que c'était intéressant de consacrer un roman, donc tu vois, avec une écriture vraiment narrative, de fiction, qu'on a envie de savoir la suite, etc., à une icône. Je me disais, tiens, qu'est-ce que ça va faire, moi, en tant qu'écrivaine, de chercher la manière d'approcher de manière romanesque quelqu'un qui est aussi symbolique, aussi clivant, parce que Louise Michel, on a dit tellement de choses sur elle depuis, tu vois, très longtemps. Comment je peux, moi, dépasser ce regard que j'ai sur une icône révolutionnaire, anarchiste, féministe, et en faire un personnage romanesque, donc un personnage dont je me sens proche. J'avais un défi, là, quand même, quelque chose. Et comme j'admire quand même sa trajectoire, voilà, c'était mon défi. Ensuite, on voudrait vous demander quel rôle a joué l'éducation de Louise Michel dans sa vie et dans sa bataille. Parce qu'on ne connaît pas tellement son histoire, en fait, quand elle est dans sa prime enfance, en fait. Elle grandit dans un milieu particulier. Oui, donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas, du coup... effectivement, Louise Michel, elle a cette particularité donc d'avoir un père qui ne l'a pas reconnue, et elle a quand même été élevée par par le père et la mère de son père. Enfin, ça s'appelle des grands-parents paternels, du coup, qui sont châtelains. Mais ils sont châtelains républicains, ils sont châtelains, fidèles aux idées de Voltaire, et donc ils se disent que cette petite entre guillemets bâtarde, on va l'élever comme notre petite fille. Et ça plaît pas du tout d'ailleurs au père naturel. Et sa maman est domestique dans ce château, et donc l'élève aussi. Et sa maman est très croyante, très catholique, d'ailleurs jusqu'au bout. Donc elle a ce double héritage républicain, voltairien, lettré par ses grands-parents, qui lui apprennent le piano, évidemment à lire, à écrire, le théâtre, etc., qui lui ouvrent l'esprit et l'horizon. Et puis sa mère, catholique, qui quand même aussi, lui, d'une certaine manière, lui enseigne la charité, lui enseigne aussi des belles valeurs, je pense, et surtout l'aime profondément, aime sa fille, plus que tout. Et donc elle a ce double héritage, elle grandit là-dedans, dans quelque chose qui est assez paradoxal, parce qu'à la fois elle est très aimée, choyée dans ce château et quelque part protégée dans son château, elle est une petite princesse dans son château, et à la fois, quand elle met un pied au village, elle peut être traitée de bâtarde. Un moindre truc dans les fermes, etc., on peut lui dire bâtarde, t'as pas de père, tu vas voir, toi tu es une fille de rien. Ou même dans sa famille, une fois il y a une scène avec sa tante où sa tante lui rappelle qu'en fait elle n'est rien parce qu'elle est femme et parce qu'elle est fille de domestique, et donc presque reproche aux grands-parents cette éducation bourgeoise qu'on lui donne, et parce que ça lui servira à rien et qu'il vaudrait mieux qu'elle apprenne à coudre. Voilà, donc elle a, je pense, ce double héritage. Je pense même que sa colère est déjà elle l'a dans le ventre de sa mère, parce que sa mère est terrorisée à l'idée d'être enceinte et sans avoir le droit, puisque les femmes étaient à ce moment-là coupables d'être enceintes, et les hommes s'en sortaient très bien. Ils mettaient enceinte, puis après ils partaient, ils étaient tranquilles, et par contre la femme était coupable, responsable, et l'enfant qui naissait était aussi coupable et responsable. Donc la mère de Louise Michel, elle se sent complètement coupable, et Louise Michel naît d'une mère quelque part terrorisée de sa situation. Donc je pense que sa colère remonte très loin. Elle l'a toujours eue. Elle a sa colère toujours, je pense. Et alors elle découvre, c'est très étonnant, on le sait peut-être pas forcément, mais alors elle grandit dans une ferme, et pourtant elle prend la défense des animaux, ce qui est à l'époque, c'est complètement ahurissant. Ça n'existe pas, en tout cas c'est extrêmement minoritaire de penser à la souffrance animale. Je pense qu'elle a quelque chose, c'est ça que j'ai découvert au fil de mes recherches, elle a quelque chose d'extrêmement moderne, Louise Michel, dans tous ses combats. Alors c'est vrai qu'effectivement, dès le départ, je pense qu'elle est très sensible à l'injustice, et elle est très sensible à la cruauté, quelle qu'elle soit. Ça, c'est manifeste. Et la cruauté face aux animaux, oui,
à l'âge de 5 ans déjà, et ça continuera. Toute sa vie, elle va défendre les animaux, même sur les barricades. Donc, quelque part, elle sauve un chaton sur les barricades. Enfin, voilà, ça reste une cause. Chaque cause s'ajoute à l'autre au fil de sa vie, mais aucune ne s'en va. Donc, plus elle vieillit, plus elle a de causes à défendre. Donc, oui, elle est très moderne dans ce sens que sa manière de défendre les femmes est extrêmement moderne aussi, parce que c'est un moment où les révolutionnaires estiment qu'il faut abattre le régime des exploiteurs et le régime qui fait qu'il y a des riches et des pauvres et qu'il y a des dominants et des dominés au niveau social. Et elle dit non, il faut tout changer en même temps. Si on ne change que le régime d'exploitation des patrons sur les ouvriers, mais qu'on ne change pas l'injustice faite aux femmes et la domination des hommes sur les femmes, le monde ne changera pas. Donc elle est déjà de manière extrêmement en avance sur ses revendications féministes politiques. Elle a un féminisme politique qui est extrêmement novateur et moderne. Alors, merci beaucoup. Et ensuite, donc, on sait que Louise Michel, ses grands-parents étaient bourgeois. Que pensez-vous qu'elle aurait fait si ses grands-parents ne l'avaient pas acceptée ? Alors là, je pense que la vie aurait été totalement différente, parce que si ses grands-parents l'avaient pas acceptée et que sa mère s'était retrouvée donc mère-fille, mère seule, à devoir baptiser à l'église catholique en cachette comme on faisait, parce que on n'avait pas le droit de baptiser officiellement ses enfants à l'église catholique si le père ne les reconnaissait pas, et elle aurait pu avoir une enfance dramatique, misérable, avec sa mère qui peut errer d'une ferme à l'autre pour essayer de vendre ses services de domestique dans des endroits de plus en plus pauvres. Elle aurait pu grandir à la rue, elle aurait pu finir dans un hospice populaire, elle aurait peut-être pas pu apprendre à lire ni à écrire. Je pense que sa vie aurait été très différente sans l'héritage de ses grands-parents, et à plein de niveaux, au niveau de ce qu'elle a appris et au niveau de l'amour qu'elle a reçu. Et est-ce que vous pensez du coup que si elle n'avait pas été élevée par ses grands-parents, est-ce qu'elle aurait pu réussir tout ce qu'elle a fait, même sans son héritage, même sans sa famille ? Je pense que sa vie aurait été très différente. Peut-être qu'elle serait née avec un tempérament fort. Peut-être que quand même, sans la sécurité qu'elle a eue, l'apprentissage, l'instruction, les modèles républicains qu'elle a eus aussi la tolérance et l'acceptation que ça raconte, c'est-à-dire le modèle d'humanisme finalement, d'accueillir cette petite fille. Donc c'est des choses, les valeurs dans lesquelles elle a grandi. Au-delà, il y a l'instruction, mais il y a aussi l'humanisme, il y a aussi l'amour, etc. Je pense que malheureusement, je dirais qu'elle n'aurait pas eu la même vie. Je ne pense pas que Louise Michel serait devenue Louise Michel si sa mère s'était retrouvée toute seule à devoir l'élever à moitié dans la rue. En revanche, elle est extrêmement sensible toute sa vie aux mères seules, aux enfants naturels, aux femmes qui sont obligées de se prostituer, parce que sa mère aurait pu être obligée de se prostituer. C'est-à-dire qu'on mettait enceinte des femmes qui finalement, devenant mères, étant responsables et jugées coupables, étaient obligées de se prostituer pour nourrir leur enfant. Donc sa vie aurait été différente. Mais il se dégage quand même une force, ça sera ma dernière question, il se dégage une force incroyable quand même de Louise Michel, puisque je ne sais plus à quel âge, elle écrit un poème et elle l'envoie juste à Victor Hugo quand même, pour lui montrer qu'elle n'est pas à sa hauteur, mais en tout cas elle veut l'approbation de Victor Hugo, c'est quand même hallucinant. Ah oui, mais elle a un très très grand caractère, elle n'a peur de rien. Elle a un côté, il y a les gens qui sont très courageux parce qu'ils font avec leur peur ou malgré leur peur, et puis il y a les gens qui sont très courageux parce qu'ils n'ont pas trop peur. Je pense qu'elle a un tempérament de femme courageuse qui n'a pas trop de peur. C'est ce que dit d'ailleurs Je suis tout en orage et rien ne m'inquiète, le poème d'où est extrait le titre. Louise Michel, dès l'enfance, elle n'a pas peur. Elle est fan, elle est fan de Victor Hugo, comme les adolescentes d'aujourd'hui sont fans d'Ariana Grande, de Billie Eilish, de Selena Gomez. Enfin, elle est... Oui, Chérine, c'est tout à fait sérieux. Elle est réellement... voilà. Et d'ailleurs, comme les ados d'aujourd'hui grandissent avec ces modèles-là qui les aident à grandir. J'ai eu une fille ado, je vois très bien comment ces modèles l'ont aidé à grandir. Et donc, quelque part, Victor Hugo, les poésies de Victor Hugo, la comble, la met en joie, et elle est en amour de Victor Hugo. Et elle a ce tempérament qui fait qu'elle écrit à Victor Hugo. Puisque Victor Hugo est un être idéal et parfait et sans défaut, il va forcément lui répondre. Ce qu'il fait au bout de quelques années. Et la joie qu'elle a est immense, évidemment. Alors, avant de passer à tête haute, il y a Eden, qui est un de tes camarades de classe, a une question à poser un petit peu à tout le monde. Donc, je vous demanderai de prendre vos micros et d'y répondre tous. Eden, nous t'écoutons. Bonjour, ça va ? Bonjour, oui. Donc, comme vous l'avez dit, je suis un camarade du même collège que Chérine, en
en Seine-Saint-Denis, à Pavillon-sous-Bois. Et moi, j'ai une question à vous poser, c'est à travers l'histoire, quelle est la femme, à travers son histoire personnelle, qui vous a le plus marqué par son combat et sa lutte dans la société? Alors, voilà une sacrée question. Un personnage. Carole, est-ce que vous allez me dire Louise Michel? Louise Michel, là, c'est difficile de ne pas dire Louise Michel après avoir passé 2 ans à écrire un livre sur Louise Michel. Donc, je te dirais que Louise Michel m'a énormément frappée. Mais après, c'est difficile. Mais tu me poserais la question sur un homme, j'aurais la même difficulté d'en sortir vraiment une. Il y a des résistantes pendant la Seconde Guerre mondiale qui se sont sacrifiées. Enfin, voilà. Mais bon, aujourd'hui, je vais dire Louise Michel. Moi, je vais dire Emma Goldman. Alors, Emma Goldman, il y a peu de gens qui la connaissent, mais c'était une militante anarchiste aussi, qui, je pense, a pas été biberonnée à Louise Michel, mais je pense qu'elle connaissait aussi son histoire. C'est une femme qui m'a beaucoup marquée par ses écrits, parce qu'elle disait je ne veux pas d'une révolution si je ne peux pas danser. Et cette phrase-là, je la trouve quand même belle et je l'ai fait un peu mienne quand même. Jean-Laurent? Alors moi, ce ne sera pas une femme et un groupe de femmes. Là, en ce moment, je lis pas mal sur le mouvement des suffragettes en Angleterre. Et je découvre toute cette histoire assez fascinante de comment les courants se sont montés, que c'était d'abord des suffragistes, puis des suffragettes. Alors rappelons ce que sont les suffragettes. Hein. Donc ce sont les mouvements des femmes qui demandaient le droit de vote en Angleterre et voilà qui ont été alors pas les premières et d'autres pays sur qui le droit de vote est arrivé comme en Nouvelle-Zélande, mais dans les années 20, voilà, elles ont beaucoup milité, ça a été avec des heurts, avec les politiques, avec la police et elles ont eu gain de cause et le droit de vote dans les années 20 et c'est une histoire totalement hallucinante et formidable, voilà. Donc les suffragettes. Stéphane? Oui, bah alors c'est très difficile comme question. Oui, mais vous avez eu le temps de réfléchir. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai eu vous croyez plus de qu'on vous a temps, pas vu vous planquer? Désolé. Bah non, mais moi j'ai pas trop de noms aussi non plus. Je suis désolé. Après, moi, c'est vrai que je crois plus à des collectifs qu'à des personnalités. Enfin, je trouve que les personnalités sont hyper intéressantes pour ce qu'on peut y projeter et voilà, de raconter à Louise Michel, je trouve ça hyper intéressant. Mais moi, j'aime bien l'histoire de collectifs et c'est vrai que pour ma BD, j'ai lu pas mal sur des collectifs écoféministes, notamment tout ce qu'il y a autour du mouvement Wicca, de Starrock, etc. Et je trouve ça assez fascinant, ces sorcières américaines qui ont dansé devant des centrales nucléaires, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà, qui ont dansé et chanté devant des centrales nucléaires pour pour lutter contre des projets. Ça me fascine pas mal, je trouve pas mal de courage pour ça. On voit en ce moment dans l'actualité qu'il faut du courage pour affronter des policiers, des militaires. Donc, voilà. Donc plutôt le collectif qu'un nom. Ouais, voilà. C'est une transition toute trouvée avec vous, hein, Cathy Itac, pour parler de Tête haute aux éditions Talent Haut. Alors, je vous présente un petit peu brièvement parce que vous faites tellement de choses, mais en tout cas, vous êtes auteur depuis 1999. En tout autrice. Oui, je me suis dit en préparant l'émission, faut pas que je me plante en disant auteur à la place d'autrice. Eh bien voilà. Vous avez été journaliste, vous avez abandonné progressivement pour vous consacrer à la littérature. Donc vous êtes autrice pour enfants, ados, adultes. Vous faites des guides pratiques aussi. Puis vous êtes là surtout pour nous présenter Tête haute. Alors je résume brièvement Tête haute. C'est l'histoire de 2 familles en 1924. La première est ouvrière et survit plus qu'elle ne vit en Bretagne. L'autre est plutôt bourgeoise. Elle vit à Paris et est secouée par la libération des mœurs, vécue par notamment les 2 sœurs, les 2 jeunes filles de la famille, Carole sans eux et Suzanne. Et à Douarnenez, nous suivons justement les 2 sœurs Yarrig. C'est une des meneuses de la fameuse grève des pets de sardines, et Angèle, qui devient bonne à Paris dans cette première famille bourgeoise, riche ou pauvre. Ces 4 femmes, elles vont devoir lutter pour leurs droits. Et c'est un roman absolument passionnant sur la condition féminine, la condition ouvrière et aussi les particularités sexuelles aussi. Chérine, qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu connaissais cette histoire, cette grève historique de 1924? Pas du tout. J'ai appris en lisant donc le livre de Madame Itac. Oui. Et c'était une très bonne découverte. D'accord. Je te laisse entre les mains de Cathy. Alors tout d'abord, comment pourriez-vous expliquer le mépris que la famille bourgeoise a envers la bonne Bretonne, donc Angèle? C'est choquant, hein. C'est terrible. C'est très choquant.
C'est très choquant parce qu'on imagine toujours que les femmes entre elles, elles vont forcément se soutenir, s'aider, s'aimer, etc. À part que quand il y a des classes sociales très marquées, là, la sororité, elle n'existe pas. Le respect de l'autre n'existe pas. Donc effectivement, dans cette famille bourgeoise, il y a un mépris qu'on appelle un mépris de classe, c'est-à-dire qu'on méprise l'autre parce qu'elle est inférieure au niveau social. Donc, à cette époque-là, les domestiques, elles étaient traitées comme des esclaves. Donc, elles n'ont pas d'existence propre. Il faut même pas réclamer le salaire. C'est quand on n'ose pas réclamer son dû, son travail. Et les petites bonnes qui étaient envoyées de Bretagne, elles étaient souvent très jeunes et elles arrivaient dans des familles très riches. Et voilà, elles étaient corvéables à merci, on pouvait leur demander, on pouvait les faire travailler sans arrêt, on pouvait ne pas les payer parce que les familles pensaient qu'elles donnaient une éducation à ces gamines, c'est pas vrai, mais ça méritait, voilà, ça valait salaire, on les nourrissait à peu près, on les logeait à peu près, voilà. Et effectivement, c'est choquant parce que c'est une famille où la mère... c'est une femme qui a été médecin. Dans les années 20, les femmes médecins, il n'y en avait quand même pas énormément. Donc on pourrait imaginer que cette femme bourgeoise va être ouverte aux autres. Et non, elle l'est pas. Elle est odieuse avec ce petite bonne qui arrive de Bretagne, comme des centaines de milliers de petites Bretonnes sont arrivées dans les années entre 1900 et la Première Guerre à Paris. Merci beaucoup. Et ensuite, donc parmi les 4 personnages, auquel vous vous identifiez le plus? C'est une jolie question. Mais je crois que j'ai mis un petit peu de moi dans chacune de ces femmes. Elles sont 4, elles sont très différentes. Par certains côtés, je suis assez proche d'Angèle. La petite bonne. La petite bonne qui va essayer de garder la tête haute malgré tout. Grande dignité. Grande dignité. Oui, je crois qu'il y a quelque chose que j'aime bien dans son côté de ne pas lâcher malgré tout. Mais j'aime bien aussi... je crois que dans tous les personnages comme ça, on met toujours un petit peu de soi. Ou dans les révoltes qu'on n'arrive pas à exprimer, ou dans l'envie du collectif avec Yarrick. Alors Pensardine, ça veut dire tête de sardine, c'est comme ça qu'on appelait les sardinières à Douarnenez. Yarrick, elle a 16 ans, elle va découvrir l'action collective. Je crois que j'ai mis beaucoup de moi de mon adolescence où j'ai découvert aussi l'action collective et militante à cet âge-là. Donc dans ces 2 personnages, j'ai mis un petit peu de moi. Dans Carole, avec sa réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme, j'ai mis aussi de moi. Et dans Suzanne, peut-être un petit peu moins, parce que Suzanne, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa voie et qui a une espèce de poids sur les épaules elle sait qu'on va la marier. Elle sait qu'on va la marier dans des années où c'est des années folles. Donc elle s'amuse beaucoup. Mais elle s'amuse beaucoup en sachant que quelque part, il y a ce poids qui lui est en train de lui tomber sur les épaules. Et c'est juste terrible, quoi. Alors en toile de fond, il y a cette grève des Pensardines. C'est un mythe de l'histoire ouvrière, on peut dire ça. La première grève des femmes, surtout une grève victorieuse. Alors, il y en avait eu avant. C'est pas la première. C'est pas la première. C'est pas la première. C'est une des grandes grèves. C'est peut-être la plus grande au niveau du nombre de femmes, puisqu'il y a pratiquement 2000 femmes qui vont s'arrêter dans une ville comme Douarnenez. C'est énorme. C'est quand même presque toute la population ouvrière du bassin de Douarnenez. Il y en a eu d'autres avant, des grèves, mais il y en a eu notamment à Douarnenez déjà 20 ans plus tôt, mais qui avaient engagé moins de femmes. Là, vraiment, c'est vraiment toutes les ouvrières d'usine qui s'arrêtent de travailler pour des meilleures conditions de travail, pour qu'on paye leurs heures de nuit, etc. Ouais. Elle nous raconte quoi, cette lutte aujourd'hui? Elle résonne en quoi aujourd'hui, 100 ans après? Qu'il faut pas laisser les choses en l'état quand elles doivent être changées. C'est-à-dire que la force collective, elle est là pour faire changer les choses et on peut changer les choses. Donc oui, bien sûr. Donc ensuite, les 4 personnages sont très différentes les unes des autres, mais la différence entre Yarrick et Angèle est quand même très grande. Et on aimerait vous demander comment avez-vous fait pour différencier autant ces personnages et pourquoi avoir eu l'idée de ces personnages-là tant différents?
Alors, Yarrick et Angèle, moi j'avais envie de montrer que, d'abord j'avais envie de parler aussi de la condition des bonnes à Paris, qui est dans l'histoire de la Bretagne, elle fait partie de l'histoire de la Bretagne, cette émigration bretonne. Moi ça me fascine toujours de voir que dans les fratries, on peut être complètement différent. Prenez 2 sœurs, 4 sœurs, elles sont pas du tout pareilles. Même physiquement, des fois elles se ressemblent pas du tout. D'ailleurs, Yarrick et Angèle se ressemblent pas physiquement. Donc ça m'intéressait. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que Yarrick, elle est engagée dans la lutte et elle imagine qu'à Paris, sa sœur, elle a la belle vie. Parce que c'est Paris. Et comme elles n'ont pas de nouvelles, qu'elles n'ont pas de moyens de communication, il y a une espèce de... La distance se fait entre elles qui est énorme, parce que Angèle, elle souffre atrocement de la solitude, du travail, etc. Tandis que Yarrick, elle, ne souffre ni de solitude, ni d'abandon, quelque part. Elle est dans la lutte, et elle est très entourée, donc c'est très excitant, en fait. Et ça m'intéressait de montrer le décalage entre ces 2 sœurs, qui vont se retrouver, évidemment. Il y a un moment, elles vont comprendre que toutes les deux, tout ce qu'elles ont vécu, toutes les deux. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Puis vous nous racontez cette grève à hauteur de femmes, de lecteurs. C'est tête haute de Cathy Tac. Vous restez avec nous naturellement. On va faire une petite pause sport, histoire de reprendre un petit peu notre souffle. C'est une nouvelle chronique, s'appelle La lecture. C'est du sport. Comme quoi on peut lier sport et lecture. C'est une création qui est initiée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse pour les Olympiades culturelles en juillet 2023 et qui a été illustrée par Violette Weiss. La lecture, c'est du sport, ça devient vivant grâce à 2 comédiens qui se lancent des défis un petit peu bizarres, un petit peu sportifs, avec toujours, bien sûr, en toile de fond, le plaisir de lire. L'un d'entre vous lit, pendant que les autres tapent dans les punching balls avec des gants de boxe à chaque son ou prononcé. Le soleil a ôté le tapis de rosée juste après l'aube. L'épouvantail transpire sous son chapeau de laine. L'été en plein midi, les oiseaux jouent sur les mains et le visage de l'épouvantail. Le travail est terminé. Une odeur de pain frais monte des champs de blé, midi en été. C'est à toi. Une mouche a été punie de mort, coupable d'avoir mangé de la confiture. 3 blessures au couteau sur le tronc de 3 peupliers, souvenir de 3 soldats étrangers. Voilà, nous retrouverons cette chronique La lecture, c'est du sport. Alors peut-être pas à reproduire dans toutes les bibliothèques d'Île-de-France, le punching ball. Voilà, on retrouvera à chaque fois un sport décliné comme ça pour vous inviter aussi à lire. Nous sommes toujours en compagnie de Cathy Tac, de Carole Trébor, de Jean-Laurent pour Vainqueuse, et puis nous allons nous intéresser. Cette fois, on va partir dans un monde un petit peu étrange avec vous, Stéphane Fer, pour la Marche Brune. Alors, si vous dessinez si bien les montagnes, moi j'ai trouvé la réponse, c'est parce que vous êtes né au pied de ces mêmes montagnes, dans les Pyrénées, je crois. Alors, je suis né à Paris. Ah bon? Mais j'ai grandi dans le sud-ouest de la France, oui. Et donc mon père est un montagnard aguerri. J'ai beaucoup vu les montagnes. Ouais. D'accord, oui, parce qu'à Paris, c'est pas terrible. Il n'y a pas beaucoup. À part peut-être la butte Montmartre, mais bon. Vous êtes auteur de plusieurs BD chez Delcourt, notamment. Puis en 2023, alors Chérine, ça va peut-être t'intéresser, puisqu'en fait, le monsieur a été choisi pour illustrer les nouvelles couvertures de la saga Harry Potter. Quand même, ça vous me le confirmez?
Je le confirme. D'accord, c'est quand même beaucoup de projecteurs, bravo à vous. Alors l'histoire de la marche brume, c'est la brume en fait qui a laissé un bébé, une petite fille élevée par une sorcière grisette qui la baptise Tempérance. Moi je trouve que franchement elle l'a bien mal nommée pour l'instant, je trouve. Elle est choyée entourée de joyeuses vieilles femmes. Tempérance, un brin mutante quand même, avec des drôles de canines, va devoir avec ses sœurs partir à l'aventure et lutter contre le retour de cette brume. Chérine, qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu as apprécié d'être cerné de brume? C'était une lecture agréable, d'autant plus que c'est dans un univers que l'on ne connaît pas, parce qu'il n'existait pas. Voilà. Donc, non, c'était sympa. D'accord. Alors vas-y, je te laisse poser la première question à Stéphane. Alors tout d'abord, cet univers, il est très fantastique. Pourquoi vous avez voulu créer un univers fantastique pour cette thématique-là? Et comment on le crée aussi, cet univers fantastique? Parce qu'on parle d'une feuille blanche. Oui, alors on part jamais complètement d'une feuille blanche. C'est un mélange de lecture, d'influence, etc. La brume, en tant que qu'espace où il peut se créer des choses invisibles et où tout peut arriver. Je pense qu'il y a des milliers d'histoires qui parlent de brume, et il y a plein de contes plein de légendes qui parlent de brume, dans lesquelles il y a des monstres, des géants, etc. Et on peut trouver dans la littérature, dans les films. Donc il y a The Mist de Stephen King qui est très connu, qui est une brume qui envahit le monde soudainement, dans laquelle les pires cauchemars peuvent arriver. Donc j'ai pas inventé le principe de la brume. Moi par contre, ce que j'ai trouvé intéressant avec la brume, c'est de la relier à une dynamique écologique, comme un désastre écologique. Voilà. Donc en fait tu parles de fantastique, mais on est entre le fantastique et de la science-fiction en vérité, entre le post-apocalyptique. Puisque plus on avance dans l'histoire, plus on comprend qu'on n'est peut-être pas dans le passé, mais on serait peut-être plutôt dans un futur. Donc moi, ce qui m'a intéressé dans la brume, c'est l'idée qu'à un moment donné, le monde du dehors devient inaccessible, devient mystérieux, devient dangereux. Comme peut-être il y a quelques siècles, quand il y avait encore des grandes forêts, des animaux sauvages, etc. Merci, tout d'abord. Et ensuite, comment vous est venue l'histoire de cette BD? Parce que c'est quand même très original de vouloir faire ça. En fait, là aussi, c'est venu de plein de choses différentes. Moi, j'ai toujours aimé donc les histoires fantastiques, les grands contes, les grandes aventures comme ça. Je suis un fan de Tolkien, je suis un fan des contes de fées, tout ça. Bon, j'aime bien Harry Potter aussi, voilà. Et j'ai toujours eu envie de raconter ça, mais avec d'autres modèles, avec un autre imaginaire. La sorcellerie, le thème de la sororité m'a toujours intéressé, parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé ces histoires, mais moi, j'ai grandi avec des grandes histoires d'aventure autour de modèles masculins, quoi, finalement, autour de valeurs, autour d'un imaginaire masculin. Et je pense que la plupart des histoires qu'on fait pour les enfants, pour les ados, sont autour de ces valeurs-là. Et voilà, je pense que ça peut aussi rejoindre un petit peu ton livre qui interroge ça d'ailleurs, sur les valeurs de la masculinité et le récit, quoi, comme un personnage qui gagne en puissance et qui doit à un moment donné terrasser un méchant. Et moi, j'ai envie d'essayer de proposer autre chose, quoi. Et donc de partir plutôt d'une communauté de femmes, donc notamment de femmes d'âges différents, d'une adolescente, d'autres vieilles femmes, etc. Et de questionner ça, de questionner comment on va vers d'autres imaginaires aussi, parce que je pense que c'est important, si on parle de féminisme, si on parle d'écologie, de voir qu'est-ce qu'on peut imaginer comme d'autres façons de raconter des histoires, quoi. Est-ce que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'auteurs, de BD, d'écrivains, d'auteurs féministes aussi, qui prennent leur part de... Moi, je sais pas si... le mot féministe, c'est compliqué pour moi en tant qu'homme. Je pense qu'il y a beaucoup d'autrices qui proposent des choses formidables et des auteurs qui essayent. Moi, en tout cas, c'est plus que... Je sais pas si c'est une BD féministe. Je trouve que c'est compliqué de dire je fais une BD féministe. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui écrivent des livres de 400 pages sur le féminisme et qui vont au bout des choses. Moi, je propose surtout une histoire d'aventure pour faire rêver, pour essayer encore une fois, d'explorer un imaginaire. Mais je m'inspire du féminisme, disons, pour trouver des idées, pour trouver peut-être des façons de raconter, sans inventer l'eau chaude, mais des façons de raconter qui sont un peu différentes. Et je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui essayent de le faire, mais que c'est pas facile, parce que je pense qu'on a tellement ancré en nous ces valeurs d'une société qui reste patriarcale, quoi, finalement, de la compétition, du plus fort, de la violence souvent. Est-ce que vous seriez en train de parler de déconstruction?
C'est ça en fait. C'est notre boulot à nous. Oui, enfin, déconstruction, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on construit voilà, du coup déjà déconstruire c'est compliqué, mais construire aussi autre chose, c'est encore plus compliqué. C'est important pour les nouvelles générations de jeunes filles certes, mais aussi de garçons quoi, qui puissent aussi eux s'identifier à autre chose. Voilà. Pour cette dernière partie d'émission, il nous reste encore quelques minutes. Je voudrais bien qu'on prenne quand même le temps de présenter quelques livres. Je vous ai demandé à chacun de venir avec une œuvre que vous avez envie de défendre autour de la thématique qui nous préoccupe aujourd'hui. Et Delia aussi, qui est une de tes une élève de ta classe, voilà, nous présente un livre. Ensuite, on fera un petit tour de table. On finira le café littéraire à chaque fois de cette manière. Delia, bonjour. Quel livre as-tu choisi et dis-nous pourquoi, s'il te plaît. Bonjour, j'ai choisi 21 rue La Boétie. L'autrice c'est Anne Sinclair. Et de base, j'ai cherché juste un livre qui parle de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a quelqu'un qui me l'a reconseillé. Et du coup, ça m'a intéressée. Et ça parle d'Anne Sinclair qui s'intéresse à la vie de son grand-père qui a découvert Picasso et beaucoup d'autres artistes. C'était marchand d'art, oui, absolument. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc c'est l'histoire de sa famille, notamment effectivement de son père, dont les œuvres ont été confisquées pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est écrit par Anne Sinclair. Merci Delia, merci beaucoup. Qui veut commencer ce petit tour de table j'ai envie de Jean-Laurent, par exemple. Dites-moi tout. Je suis venu avec en plus dans une édition que j'aime beaucoup, la Servante écarlate de Margaret Atwood, voilà, futur proche. Aux États-Unis, les États-Unis sont devenus une théocratie, donc une dictature religieuse, et les femmes sont privées de leurs droits, n'ont plus le contrôle de leur corps, et on va suivre une de ces servantes, donc qui appartient à une famille dirigeante, dont le corps ne lui appartient plus. Le viol est institutionnalisé dans le couple parce qu'il y a un problème de fertilité. Je trouve que c'est un récit brillant et qui malheureusement fait écho avec les événements d'aujourd'hui. Je trouve quand on voit ce qui se passe aux États-Unis sur la réduction du droit à l'avortement, donc un texte qui rappelle, en plus d'être une œuvre majeure, qui rappelle que les droits des femmes, il se passe bien sûr se battre pour aujourd'hui, pour les garder aussi, autant que une lutte permanente. Ouais, complètement. Cathy? Alors moi, c'est un tout petit livre qui s'appelle Aux filles du conte de Thomas Scotto et illustré par Frédéric Bertrand. C'est aux éditions du Pourquoi pas. Et en fait, c'est toutes les filles des contes qui un peu se rebellent. Et c'est un petit manifeste pour la révolte des femmes et des filles des contes. Et c'est très joliment illustré par une femme qui est professeure d'art plastique à Épinal. Et voilà, je trouve que c'est un livre qui m'a beaucoup porté quand moi j'ai écrit Tête haute. Alors c'est aussi un petit hommage à ces mots qui portent, ces autres mots qui portent. Merci pour votre choix. Carole? Moi, j'ai pris Premier arrêt avant l'avenir, qui est un roman de Joe Witek, une de nos consoeurs. Et je l'ai pris parce que je trouve qu'il est hyper fort, dans le sens que c'est un roman qui est vraiment parle politique. Je pense que la politique, aujourd'hui, n'a pas le vent en poupe, que c'est très compliqué de faire des romans politiques. C'est aussi compliqué de faire des romans sociaux comme Tête haute, mais je pense que la politique, c'est pire. Et je trouve que ce roman ose à la fois parler politique, à la fois parler de penseurs marxistes, de penseurs socialistes de la fin du 19e. Donc j'ai aussi retrouvé des débats qui sont dans Louise Michel, et en même temps c'est une vraie histoire d'amour, et en même temps de manière très fine, parce que quand on parlait de ce que c'est qu'être féministe ou pas féministe, je pense qu'il y a des textes qui sont féministes, juste parce qu'ils déconstruisent le rôle des femmes et des hommes dans les romans. Et elle, justement, son héroïne, c'est elle qui part s'engager, c'est elle l'aventurière, c'est elle qui fait corps avec le monde, puisque c'est l'idée. Et le héros est plus un intellectuel, penseur. Donc je pense que c'est aussi ça, être féministe quand on est écrivaine, c'est déconstruire les rôles archétypaux des femmes et des hommes, quoi. C'est la femme qui peut prendre les armes. Merci Stéphane.
Oui, alors moi, j'ai pas le livre en physique, désolé. Du coup, c'était un essai qui s'appelle Être écoféministe de Jeanne Burgat-Goutal. Donc c'est une philosophe qui va s'interroger sur l'écoféminisme, qui va essayer de le vivre en live. Donc je trouve ça très intéressant comme démarche et je pense que c'est vraiment à lire parce que on parle beaucoup d'écoféminisme dans l'actualité et je trouve de façon un peu grotesque et moquée et je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser. Dans tous les cas, c'est intéressant. Ouais. Merci. Keepbooking, c'est le site du Salon du Livre et il vous fait aussi découvrir toute l'année plein de pépites. Et voilà, tant pis pour votre portefeuille. On vous a sélectionné là encore 5 livres autour du thème qui nous anime aujourd'hui, la lutte des femmes. Petit florilège de titres à découvrir sur Keepbooking pour faire corps avec le monde. Avorter, un droit en danger de Gada Hatem aux éditions La Martinière Jeunesse. Pasta, guide d'autodéfense féministe pour ados et pas que, de Marion Lemusique et Maria Kronsky aux éditions Goater. Adieu triste amour de Myrion Mal aux éditions La Ville Brûle. La guerre de Catherine de Julie Aguillet et Claire Fauvel aux éditions Rue de Sèvres. Gisèle Halimi, une jeunesse tunisienne de Daniel Mas et Sylvain d'Orange aux éditions Delcourt. Et chez vous, Keepbooking. Retrouvez toute l'année nos recommandations de lecture sur keepbooking.fr. Un grand merci à nos invités pour avoir inauguré ce premier café littéraire. Un grand merci à vous. Je vous souhaite un excellent salon du livre et de la jeunesse. Chirine, je te félicite doublement pour hier ton conseil de classe et pour avoir animé brillamment cette émission à mes côtés. Merci beaucoup Chirine. Merci à tous. À 18h, vous avez rendez-vous avec Antonella Francini pour le Social Club et à 19h, Margot Le Ridon pour le live. Nous, on se retrouve demain. Bon après-midi.